Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous avec nous, on est parti pour 38 minutes de dépaysement. Cette invitation au voyage, votre rendez-vous d'évasion quotidien. Avec de nouveau 3 destinations inédites. Et aujourd'hui, nous allons nous enfoncer dans les terres équatoriennes. Et même sous la terre. Dans les entrailles de ces montagnes, dans le limon de cette rivière, se cache de l'or. Beaucoup d'or. Ça va devenir une obsession pour les conquistadors espagnols. Ils vont l'exhiber de manière parfois très ostentatoire. Vous verrez ça dans l'héritage. À Paris, je vais vous inviter à flâner au bassin de la Villette. C'est le nouveau quartier où il fait bon vivre dans la capitale, avec des terrasses, des marchés bio et des sports nautiques l'été. Mais l'ambiance n'a pas toujours été si décontractée, un mur a même bien failli plomber l'atmosphère. On vous expliquera pourquoi dans l'incontournable. Et pour démarrer, nous partons à l'est d'Éden. Alors si vous n'avez pas vu le film avec James Dean ou lu le livre de Steinbeck, ça se passe en Californie, dans la vallée de Salinas, pas très loin de San Francisco. Alors c'est une région très verte, on l'appelle d'ailleurs le saladier de l'Amérique parce qu'il y a des champs de laitue à perte de vue. Eh bien, c'est ici qu'ont poussé également des chefs-d'œuvre de la littérature. C'est ici, en effet, que John Steinbeck va épuiser toute l'humanité de ses romans. C'est l'inspiration. Des montagnes, lumineuses ou austères, des ranchs isolés et des champs immenses, tel un patchwork de formes géométriques aux nuances de vert et de brun. À 2 heures au sud-est de San Francisco, la vallée de Salinas est surnommée le pays de Steinbeck. C'est ici qu'est né et a grandi l'écrivain, géant de la littérature américaine. Ici qu'il a forgé sa vision du monde. Ses plus grands chefs-d'œuvre, récompensés en 1962 par le prix Nobel de littérature, ont germé sur cette terre parmi les plus fertiles des États-Unis. À l'est d'Éden, les raisins de la colère ou encore des souris et des hommes. La vallée de Salinas a fourni à John Steinbeck un matériau brut pour son étude du genre humain. C'est une terre peuplée par des hommes. Steinbeck raconte leur joie et leur peine sur ces paysages. Ces personnages sont les petites mains qui ont bâti la Californie centrale, dans une période tourmentée entre la Grande Dépression des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Salinas est la porte d'entrée vers cette longue vallée, un bourg au charme brut. Dans la rue principale, quelques bâtiments art déco rappellent qu'à l'époque où Steinbeck y voit le jour, en 1902, cette petite ville s'installe comme capitale d'une industrie agricole en plein essor. À Salinas, Olive avait appris les charmes de l'existence. Elle était allée à des réceptions, avait fait des concours de poésie. Nous sommes au centre de ce qui était le cœur économique de Salinas, le carrefour où se trouvaient les banques et les bureaux. C'était une ville très prospère, très animée à l'époque de Steinbeck. Salinas était une bourgade rurale de riches propriétaires terriens et de grossistes. La maison familiale des Steinbeck est aujourd'hui transformée en table d'hôte. Le jeune garçon grandit ici, choyé par une mère qui lui transmet le goût de la littérature et de la musique et développe très tôt un caractère peu commun. Il avait des amis, il n'était pas solitaire, mais il aimait se mettre à l'écart et observer. Il ne cherchait jamais à s'intégrer. Une autre particularité très importante chez Steinbeck, c'est qu'il a toujours eu de l'empathie. Et dès son plus jeune âge, il disait toujours qu'il ne fallait pas se moquer des plus faibles que soi. Dans Salinas, les jumeaux entendirent les commentaires qui allaient bon train. Et si les hommes d'affaires se moquaient d'Adam, leurs fils furent beaucoup plus cruels. Lorsque Steinbeck avait 9 ans, un âge où l'on est très influençable, son père a perdu son travail. Et il a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans la société, jusque dans les années 1920.
Ça a été, je crois, très difficile pour Steinbeck et ça l'a marqué profondément. Car par la suite, il a toujours pris la défense des déclassés et des victimes, de ceux qui n'étaient pas en position de pouvoir. Cette blessure d'orgueil lui servira plus tard, lorsqu'il racontera le destin de ceux qui travaillent sur les terres des familles bourgeoises de Salinas. Le sol se couvrit de légumes, des légumes pour nourrir le monde entier. Laitue, chou-fleur, artichauts, pommes de terre, toutes plantes qu'on ne peut récolter que pliées en deux. Entre les montagnes de Santa Lucia et les monts du Gabilan, la vallée de Salinas s'étend sur 145 km. C'est l'une des vallées agricoles les plus riches, les plus productives du monde. Celle que Steinbeck appelait la Longue Vallée, la vallée de Salinas. Des centaines de travailleurs sèment et récoltent des légumes dans ces champs. Lorsque Steinbeck est adolescent, il travaille l'été aux côtés de cette main-d'œuvre chinoise, japonaise, philippine et mexicaine. Il a appris à parler un peu espagnol. Il a interagi avec eux, bien sûr, comme un individu privilégié, mais curieux de connaître les conditions de vie de cette main-d'œuvre agricole, sa langue, son jargon, ses difficultés. Au milieu des années 30, une sécheresse terrible frappe le Middle West, au centre des États-Unis. La population fuit les tempêtes de poussière en direction de la Californie. C'est ce qu'on appelle le Dust Bowl. John Steinbeck, alors employé dans un journal local, se met à parcourir la région à la rencontre de ces migrants. Je pense que John Steinbeck a compris le sort des travailleurs migrants dans les champs. Il a compris ce que vivaient ces travailleurs saisonniers, l'incertitude. Ne pas savoir quand on va trouver du travail, quand on va être payé, où l'on va dormir et si on va pouvoir manger. C'est un travail extrêmement difficile qui laisse des traces. Les corps sont brisés. Le jeune écrivain-reporter est bouleversé. Il commence une série de romans qui lancent sa carrière. Des souris et des hommes, publié en 1937, suit les pérégrinations de deux travailleurs saisonniers. 2 ans plus tard, Les raisins de la colère, adapté au cinéma avec Henry Fonda, raconte le voyage d'une famille de fermiers d'Oklahoma. Là où ils avaient espéré trouver un foyer, ils ne trouvaient que de la haine. Ces chroniques très réalistes font scandale. Elles tendent un miroir dérangeant à la société californienne de l'époque. C'est une histoire difficile, une histoire sombre, mais en même temps, il y a aussi de l'espoir. Je crois que ces gens travaillent très dur, car ils espèrent une vie meilleure pour leurs enfants. Son sens aigu de l'observation des travailleurs, Steinbeck va le promener sur un autre lieu et quasiment le théoriser. À 30 km de Salinas, sur la côte pacifique, Monterey. Steinbeck habite ici à plusieurs reprises et de nombreuses années de sa vie. La rue de la Sardine à Monterey, en Californie, c'est un poème. C'est du vacarme, de la puanteur, de la routine. C'est une certaine irisation de la lumière, une vibration particulière. C'est de la nostalgie, c'est du rêve. L'effervescence de la ville contraste avec l'âpreté rurale et conservatrice de Salinas. Monterey est un port sardinier grouillant et cosmopolite qui inspire notamment à Steinbeck son roman le plus drôle, Tendre jeudi, ainsi que Rue de la Sardine, une galerie de portraits humoristiques. À l'époque, il y avait une centaine de seineurs, des bateaux pour la pêche au filet. Ils ressemblaient un peu aux miens, mais en plus gros. Il y avait au moins 700, 800, 900 bateaux qui pêchaient le saumon et les crabes ici.
Mais surtout, c'est dans cette ville et au tout début de sa carrière que Steinbeck rencontre un scientifique qui va aiguiser son regard. Ed Ricketts est un biologiste marin spécialiste des invertébrés. Son laboratoire est encore visible dans la rue principale. Bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue. Ravi de te rencontrer. Entrez donc. Ricketts était très avenant. Il rassemblait autour de lui des gens avec des passions très variées. Des philosophes, des artistes, des musiciens. Steinbeck et Ricketts ont tout de suite accroché. Ils aimaient tous les deux parler philosophie, boire et s'amuser. Ils se sont influencés mutuellement. Ed, en particulier, a eu une influence forte sur John. Une grande partie de ce que Steinbeck a appris sur la façon dont les groupes humains interagissent et sur la manière dont le monde est interconnecté, tout cela vient de Ricketts, de son étude de la nature et de la façon dont les créatures marines se comportent en groupe. Cette amitié va nourrir la vision quasi philosophique des interactions humaines que l'on retrouve dans toute l'œuvre de Steinbeck. Elle est au cœur de ses interrogations sur un système capitaliste qui exclut et broie les hommes, au point qu'il se rapproche un temps des idées communistes. En vieillissant, l'écrivain a le désir de raconter une autre vision, moins dure et plus nostalgique de sa région natale. Le long de la vallée, sur les coteaux, les champs laissent peu à peu la place au pâturage. Nous voici sur les terres qui font le décor d'à l'est d'Éden. Depuis New York, où il vit désormais, Steinbeck se replonge dans ses souvenirs d'enfance. Je me rappelle les monts du Gabilan qui dominaient la vallée à l'est, monts clairs et gais, pleins de soleil et de joliesse, monts fascinants dont on avait envie de gravir les sentiers tièdes, comme on désire escalader les genoux d'une mère chérie. Steinbeck a un style incroyable. Je regarde les collines ondoyantes et je vois des arbres et de l'herbe. Je peux essayer de décrire ce que je vois, mais lui avait cette technique si particulière. Il savait exactement quels mots employer pour les décrire. Et lorsqu'on le lit, tout de suite, on imagine ce à quoi ressemble ce paysage. Cette fresque, inspirée de sa propre histoire familiale, raconte les destins de deux familles de fermiers sur plusieurs générations. L'écrivain a 50 ans. Quelques années après la Seconde Guerre mondiale, il dépeint une campagne apaisée où l'on vit à l'écart du monde et du temps. Avant, on avait 16 chèvres, et comme aujourd'hui, je les laissais sortir et paître dans l'herbe. Un jour, elles sont revenues et il en manquait une. 3 ou 4 jours plus tard, rebelote, il en manquait une autre. J'ai fini par découvrir que c'était un puma qui venait les attraper. Quand vous vivez à la campagne, vous devez toujours vous battre contre quelque chose. Il y a toujours un animal qui veut manger vos bêtes ou vos poules. C'est parce qu'ils veulent survivre eux aussi. Chaque homme cultive en lui un jardin secret où il se retirera le jour de sa retraite pour y faire les choses qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir. Il y fera ses voyages, il y lira les livres qu'il a prétendu lire. La vie est tranquille ici. Par contre, on doit se débrouiller seul. Derrière, par exemple, il y a notre éolienne. C'est grâce à elle que l'on pompe l'eau. Et si elle tombe en panne, on doit la réparer nous-mêmes. Les gens qui viennent chez moi regardent et disent « Mais il n'y a rien ici. » Pour moi, il y a le calme et la tranquillité. Une histoire, si elle veut être grande et se perpétuer, doit toucher chacun de nous. L'étranger ne nous touche pas. Nous voulons des faits profondément personnels et familiers. Publié en 1952, À l'Est d'Éden est le dernier grand roman de John Steinbeck et une lettre d'amour à sa vallée de Salinas. On reste en Californie pour faire un tour pas très loin, à Carmel. C'est une ville plaisante, Carmel. Sauf si l'on gratte le vernis. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau.
C'est ici que l'écrivain John Steinbeck a rencontré sa femme, la troisième pour être précis, dans la ville de Carmel, en Californie. Environ 4000 habitants aujourd'hui, tout comme en 1950 quand John faisait la connaissance d'Elaine. Une bourgade qui a donc le sens de la constance. Par exemple, les pères fondateurs n'ont pas voulu d'une ville vulgaire où les rues porteraient des noms. Si donc, les maisons n'ont pas d'adresse, on ne trouve pas non plus de parc-mètre, d'éclairage public qui viendrait dénaturer l'ensemble, ni de trottoir à part du côté de la rue commerçante. Et pour éviter de se tordre le pied sur la route, les talons de plus de 5 cm de haut sont interdits, à moins d'avoir reçu de la part des autorités compétentes un permis de se prendre les pieds dans le pavé. Parce que leurs enseignes sont autant de verrues dégueu, les chaînes de fast-food n'ont pas droit de citer ici. On a beau être aux États-Unis, pas de McDo, pas de Starbucks, pas de Wendy's, rien que de l'original et du goûtu. À Carmel, on prend la bouffe au sérieux. Jusqu'à récemment, il était interdit de manger des glaces dans la rue. Une loi abrogée par l'ancien maire de la ville en 1986. Un gars que vous connaissez sûrement, il s'appelle Clint Eastwood. Le comédien était édile de la ville entre 86 et 1988. Il autorise le léchage des boules vanille fraises dans la rue. C'était d'ailleurs l'un de ses arguments de campagne, comme quoi l'inspecteur Harry est un progressiste. Mais ici, les plus heureux sont sûrement nos compagnons à quatre pattes. On trouve à Carmel l'un des tout premiers hôtels au monde à accueillir les chiens, animaux bienvenus, un concept développé par la comédienne-chanteuse Doris Day. Pourtant, on n'y est pas si bien que ça à Carmel. Il y aurait là un peu plus de vols que dans le reste du pays. Un si beau petit village en proie à la délinquance. Voilà ce qui se passe quand on donne de la confiture aux cochons. Et si ça continue, il faudra sûrement rappeler l'inspecteur Harry. Invitation Voyage va se poser à Paris dans quelques instants, du côté du bassin de la Villette. C'est aujourd'hui un lieu de détente, mais il y a quelque temps, s'y promener pouvait vous coûter cher. Je vous dirai pourquoi dans l'incontournable. Mais avant, on attrape un vol pour l'Amérique du Sud et on va atterrir en Équateur. Un voyage 18 carats nous attend sur place, avec des lingots, des pépites, des murs recouverts d'or. Ici, il s'affiche du sol au plafond. C'est l'héritage. Des îles volcaniques et des montagnes gigantesques côtoient des forêts impénétrables. Sauf pour la multitude d'animaux qui y vivent. Ces richesses naturelles sont le trésor de l'Équateur. L'une d'elles, souterraine, et révélée par l'homme depuis des millénaires, a marqué l'histoire du pays. L'or. L'Équateur en regorge, à tel point que les habitants de certains villages dorment sans le savoir sur des lingots dissimulés par leurs ancêtres. Il ne fait aucun doute que certaines maisons de Zaruma recèlent encore des fortunes. De l'or caché, que par étourderie ou à cause de brouilles familiales, des gens n'ont pas transmis à leurs descendants. Si ces maisons sont détruites un jour, ou qu'elles sont rénovées, ces trésors enfouis ressurgiront. L'or va attirer en Équateur des aventuriers venus de terres lointaines, prêts à tout pour mettre la main sur le précieux métal et se l'accaparer. Un métal profondément ambivalent, source de créations immuables et de souffrances indicibles, capable de nourrir les aspirations les plus nobles, mais aussi de déchaîner les instincts les plus vils. Trouver l'or pour alimenter les coffres du roi d'Espagne et s'enrichir au passage. Tel est le dessein des conquistadors à l'assaut du Nouveau Monde. Cette fièvre de l'or les pousse à défaire l'Empire Inca, qui domine alors ce territoire et à poser les fondements d'un futur pays, l'Équateur. Les Espagnols, enrichis par le pillage du trésor Inca, fondent Quito en 1534. Ils édifient une cité monumentale et baroque au cœur de la cordillère des Andes. Dans le centre historique,
l'église de la Compagnie des Jésuites est la plus célèbre de la ville. Sa construction a débuté au XVIIe siècle et elle est l'éclatant témoin des formidables quantités d'or extraites des mines d'Équateur par les conquistadors. Quand on entre pour la première fois dans l'église de la Compagnie de Jésus, le premier impact est toujours d'abord la brillance, l'impression de toute cette masse d'or dans les murs, dans les autels. L'or qu'on considère un bien si précieux, tout d'un coup voir tout cet or et de savoir que c'est de l'or, c'est un premier impact immense. En plus, il est accompagné d'une lumière, d'une esthétique de l'or. Les jésuites ont pensé à toutes les brillances, à toutes les luminosités possibles de cet or pour qu'on ait cet impact. C'est peut-être l'expérience la plus impressionnante du baroque qu'on peut avoir. L'or du baroque est un or travaillé d'une manière très spéciale. Il y a une technique, le pain d'or. Pour faire le pain d'or, il faut travailler le bois par des sculpteurs très expérimentés. Le bois taillé est recouvert d'une lame d'or. Ces lames d'or, si on les pesait aujourd'hui, feraient plus ou moins 50 kilos d'or. L'or, qui a permis à cette capitale d'une insolente splendeur de surgir de terre, les Espagnols sont allés le chercher à 600 km de là. Après avoir fondé Quito, ils lancent de nombreuses expéditions à la recherche de l'Eldorado. L'une d'elles prend la direction du sud. Les conquistadors ont entendu parler d'une zone montagneuse du nom de Zaruma, exploitée auparavant par les Incas et qui recèlerait de l'or à profusion. Contrairement à d'innombrables histoires similaires, celle-ci n'a rien de légendaire. Nous sommes ici au bord du Rio Amarillo, la rivière jaune. Les historiens expliquent qu'elle doit son nom aux pépites d'or que l'on trouvait dans ses eaux et qui lui donnaient cette jolie couleur dorée. Cette rivière a une grande importance, car c'est par elle que les Incas, puis les Espagnols, ont pénétré dans cette région. Ils ont suivi son cours, pensant y trouver de quoi faire fortune. Pour les Incas, l'or n'est pas une valeur marchande. Il est le symbole du soleil, leur plus haute divinité et donc sacré. Ils l'utilisent pour recouvrir les murs de leurs temples, fabriquer des statuettes et de nombreux objets voués à la vénération du dieu soleil. Ces trésors, les avides Espagnols s'empressent de les fondre pour en faire des lingots. Pour l'or, ils sont prêts à tous les sacrilèges, mais aussi à braver les plus grands périls. Pour les Espagnols, s'aventurer jusqu'ici était une expédition très dangereuse. Les difficultés étaient multiples. Le courant tumultueux de cette rivière, mais aussi une végétation hostile, des conditions climatiques éprouvantes et des maladies comme la malaria. Mais les épreuves endurées ont largement été compensées par l'or qu'ils ont découvert dans cette région. À quelques kilomètres du Rio Amarillo, on peut de nos jours visiter une mine d'or nommée El Sexmo. Plusieurs mines d'or sont encore en activité en Équateur, mais pas celle-ci. Exploitée à partir de 1539 et fermée dans les années 50, El Sexmo a été l'une des plus grandes ressources d'or de l'Empire espagnol durant plus de 2 siècles. On raconte que les Espagnols ont sorti de cette mine une pépite d'or de 2 kilos. Elle a été envoyée au roi Philippe II d'Espagne comme preuve de l'immense richesse qu'abritaient ces montagnes. Les monceaux d'or qu'entassent les Espagnols sont par bien des aspects peu reluisants, car ils sont maculés de sang. Celui des peuples indigènes et des esclaves venus d'Afrique, impitoyablement asservis.
La soif de l'or des Espagnols les a amenés à faire travailler des hommes dans des conditions effroyables, totalement inhumaines. Les Indiens d'abord, qui ont péri en masse, ne supportant pas les conditions. C'est pour ça que les Espagnols ont ensuite fait venir des Noirs pour chercher l'or. Les mines ont généré des richesses, mais aussi la mort et la destruction. Ivre de sa richesse, l'Espagne pille ses colonies. Mais en Europe, elle décline. Elle néglige son agriculture, son industrie et devient totalement dépendante des importations. L'or, sur lequel tout repose, connaît une dépréciation. L'Espagne en a rapporté de telles quantités que son cours chute. À genoux économiquement, l'Empire s'effondre. Et en 1822, l'Équateur déclare son indépendance. L'or des mines de Zaruma n'est pas perdu pour tout le monde. Transmis de génération en génération, il va permettre, à la fin du 19e siècle, l'édification d'élégantes maisons en bois. Des demeures qui donnent à la ville de Zaruma, construite directement au-dessus des mines, des airs de Far West tropical. Ces maisons appartenaient à des familles qui s'étaient enrichies grâce aux mines et qui ont utilisé leurs réserves d'or pour les construire. Elles ont choisi de les bâtir avec tous ces balcons, ces balustrades finement ouvragées. En donnant à voir cette beauté architecturale, leur but était de se distinguer, de se placer au-dessus des autres, d'affirmer leur statut social. Désireuse d'exhiber sa richesse, la haute société de Zaruma n'oublie pas le salut de son âme. De nombreuses familles ont donné une partie de leur fortune pour réaliser le chef-d'œuvre architectural que représente cette église. Tandis que le reste de la planète s'affrontait pendant la Première Guerre mondiale, ici, grâce aux richesses produites par l'extraction minière, on s'offrait le luxe de bâtir cet édifice emblématique, qui fait la fierté des habitants de Zaruma. À Porto-Velo, village situé en contrebas de Zaruma, un site aux allures fantomatiques raconte l'ultime chapitre de la ruée vers l'or dans la région. Après les Espagnols, ce sont les Américains qui vont rafler l'or de l'Équateur. Forts de leur incomparable expertise dans le domaine et de moyens techniques à la pointe, ils obtiennent de l'État équatorien une concession. En 1896, sur les bords du Rio Amarillo, la South American Development Company se lance pépite en tête dans l'exploitation minière. Tout le matériel, les compresseurs, les pièces de centrales électriques, les équipements de sécurité, tout ça a été apporté à Dodome, sur plus de 100 km. Pour transporter les câbles, il y avait toute une caravane de mules. On enroulait les câbles autour de leur corps et les mules se retrouvaient parfois suspendues en l'air, comme ça, tant les sentiers étaient étroits. Il régnait une agitation incroyable ici. Des hommes construisaient des chemins pavés, certains bâtissaient les maisons, pendant que d'autres encore creusaient les premières mines. C'était une enclave américaine au sein du pays. Ils avaient même mis en place leur propre monnaie, le Patterson, avec laquelle ils effectuaient leurs échanges. Sur les hauteurs de Porto-Velo, les mineurs gringos construisent un quartier de bungalows typiquement américain et importent aussi leur mode de vie. Ils avaient la belle vie ici. Ils jouaient au football américain, au tennis, au baseball. Il y avait de la boxe aussi et du catch. Ils avaient également fait venir un projecteur de cinéma directement de Chicago, le premier du pays, pour que les mineurs puissent se distraire en regardant des films. Ce faste, tout le monde n'en profite pas. Loin de ces distractions, la main-d'œuvre locale trime dans des conditions d'hygiène et de sécurité souvent déplorables. Bien sûr, il y a eu des injustices au sein de l'entreprise, de la ségrégation aussi. Mais il y a eu des aspects positifs. L'apprentissage,
la transmission de connaissances techniques surtout. Par la suite, les meilleurs géologues du pays sont sortis de cette région, les meilleurs prospecteurs aussi qui sont partis découvrir de nouvelles richesses. Pendant des siècles, l'or a été la richesse qui a le plus attiré les hommes en Équateur. Grossière erreur, tant les innombrables trésors du pays résident ailleurs. Et parmi ces trésors, on trouve le parc national Yasuni, qui est l'une des plus grandes réserves de biodiversité du monde, avec 640 variétés d'arbres, qui sont aujourd'hui menacées à cause de l'exploitation pétrolière. Des arbres, il y en a aussi autour du bassin de la Villette à Paris. C'est notre nouvelle destination du jour, l'une des balades préférées des Parisiens le dimanche. Mais il fut un temps où on y allait plutôt à reculons. La preuve dans l'incontournable. Il n'y a pas que Versailles pour promener sa barque en Île-de-France. Au nord-est de Paris, le bassin de la Villette offre ses canaux aux adeptes du canotage. Jadis malfamés, les artères en étoile autour du métro Jaurès attirent désormais une population urbaine et branchée entre marché locavore et guinguette. D'une rive à l'autre, le bateau-bus relie les cinémas et restaurants des deux rives. Incontournable bassin de la Villette qui cache une toute autre histoire. Celle de la seule tentative d'emmurer Paris aux conséquences révolutionnaires. Anne Conchon est professeure d'histoire économique à la Sorbonne. Elle nous plonge dans les temps troublés de l'Ancien Régime. La France est en guerre depuis 1776, elle va l'être jusqu'en 1783. Une guerre extrêmement coûteuse, qui est une guerre pour soutenir les insurgents américains et qui est une guerre du coup contre l'Angleterre. Pour financer cette entreprise, le peuple est mis à contribution via un impôt collecté par une institution controversée, la Ferme Générale. Cette structure qu'est la Ferme Générale, qui dispose de beaucoup d'agents, de beaucoup de commis à Paris comme dans le reste du royaume, assure le prélèvement de l'impôt et donc permet de recouvrir les sommes qui ont été avancées à la monarchie. À chaque point d'entrée de la ville, comme ici sur le canal, les commerçants de province et les maraîchers s'acquittent d'une taxe spécifique, l'octroi. Une charge qui retombe sur le prix payé par les Parisiens. La Ferme Générale est de fait une institution qui est détestée par les sujets du roi de France et par les Parisiens en particulier. On a plusieurs épisodes effectivement de contestation qui sont bien connus. Il y a beaucoup d'épigrammes, donc de petits textes amusants qui pointent effectivement les profits, les méthodes de la Ferme Générale et notamment de leurs commis. Insensible à ces tensions, la Ferme Générale a une autre priorité, lutter contre la fraude. En 1784, elle se met en tête de bâtir une frontière physique autour de Paris pour la contrôler. Le défi du mur, c'est précisément, outre la vocation fiscale qui est de limiter la fraude, aussi de marquer, c'est une opération politique qui a vocation à véritablement matérialiser la limite entre Paris intramuros et l'extérieur. Louis XVI est séduit par le projet. Un architecte en vogue, Claude-Nicolas Ledoux, se met à l'ouvrage, parrainé par les hauts dignitaires de la ferme. Les travaux débutent aussitôt. Chez les Parisiens et les paysans des environs, c'est l'incompréhension. Il y avait un mouvement qui était plutôt un mouvement d'ouverture de Paris sur l'extérieur. Et la décision d'enclore Paris prend à rebours complètement cette logique initiale. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un des facteurs d'impopularité aussi de cette entreprise du mur tient au fait que le mur des fermiers généraux va intégrer dans les limites du Paris intramuros toute une série d'habitants qui jusqu'alors échappaient au droit d'entrée. Une cinquantaine de maisons de collecte, comme cette rotonde, voient le jour. Leur esthétique antique détonne. Le peuple gronde. Pour Beaumarchais, le murmurant de Paris rend Paris murmurant. Il y a un texte très célèbre, un passage très célèbre de Louis-Sébastien Mercier dans le tableau de Paris,
qui dénonce l'antre du fisc métamorphosé en palais à colonnes. Il n'en reste pas moins que, même si le mur se construit petit à petit, la fraude, le trafic illicite continue activement, à tel point que certains commis de la ferme débusquent des maisons à double entrée ou vont même jusqu'à débusquer des souterrains. Préoccupés, les élites se font l'écho de la colère populaire. Le chantier est provisoirement suspendu jusqu'en 1788. La même année, se met en place une consultation du peuple face aux inégalités. Les États généraux. La révolte est en marche. Il y a effectivement une opinion publique libérée par la rédaction des cahiers doléances, un contexte social et économique particulièrement difficile, notamment pour les Parisiens. À l'été 1789, avant que le feu ne prenne à la Bastille, les étincelles crépitent autour du mur. Ces journées vont se manifester par toute une série d'attaques d'une petite quarantaine des 54 bureaux qui ont été construits jusqu'alors. Brûlés, pillés, saccagés, les barrières de l'enceinte fiscale sautent sous les attaques de la foule. C'est la révolution. Le nouveau pouvoir en place veut éviter toute nouvelle révolte. La monarchie constitutionnelle décide d'abolir ces droits d'octroi en février 1791. Les bâtiments sont vidés de leur fonction de prélèvement. Un temps seulement. La Révolution va commencer par rétablir toute une série d'impositions directes. Et puis, face à l'impécuniosité de la ville de Paris, il va être décidé de rétablir une perception parisienne sous la forme d'un octroi, donc qui s'apparente très largement au droit d'entrée qui existait sous l'Ancien Régime. Le mur disparaît lors des grands travaux haussmanniens en 1860, mais l'impôt parisien perdure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les faubourgs de Paris deviennent alors une zone franche. On a effectivement tout un commerce de détail d'alcool, eau de vie, vin, qui prospère allègrement dans les faubourgs, précisément parce que ce produit est moins cher que dans la capitale. Il reste quelque chose de cet esprit de fête et de consommation le long du canal, sur les terrasses des Guinguettes ou sous la verrière de la rotonde de la Villette. Amis parisiens, vous ne regarderez plus jamais la rotonde comme avant. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Invitation Voyage aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle escapade ensemble, à l'autre bout du monde ou tout près de chez vous. Je vous laisse la surprise. Bis bald.